après avoir été mis sur le côté. C'est alors que Scott se tournèrent vers Lydia, et lui dit alors, en retirant Lydia, les yeux de Styles. Scott lui dit alors à Lydia, qui le regardait attentivement. Tout en écoute, Lydia elle-même restèrent figées. Scott, lui, dit alors à Lydia qu'ils allaient partir, qu'ils allaient regarder à la télévision, si jamais des images étaient passées, si le grand public avait pu voir les informations ou avait pu lire les journaux. À quoi allait-il s'attendre? C'est alors que d'un air suspect, Lydia dit alors à Scott qu'elle était d'accord que Scott et Allison partaient, plus vite que prévu mais qu'ils partaient. C'est alors qu'au domicile de Lydia, après avoir été mis sur le côté, Scott et Allison partis du domicile de Lydia, de sa maison. Scott suivit alors Allison, qui partirent tout seuls de la maison de Lydia. C'est alors que Scott lui-même se mit alors à la suivre. Dans l'obscurité, ils atteignèrent enfin la chambre de Scott. Ils passèrent par la fenêtre sans faire de bruit. Mélissa, elle, était dans la cuisine. Mélissa était dans la cuisine. Elle regardait par la fenêtre s'il n'y avait rien. Dans l'obscurité, elle n'entendait que les bois. Les arbres et les branches frappaient les unes contre les autres. C'est alors que, arrivé chez Scott, dans sa chambre à son domicile, eh bien, Allison rentrèrent par la fenêtre. Il ne manquait plus qu'une seule chose maintenant. Trouver un moyen de faire en sorte que personne ne soit suspecté, qu'il n'y ait aucune preuve à découvert, et que le docteur qui a eu pour peine de devoir faire l'autopsie de ce corps n'y trouve pas d'indice. C'est alors que Scott répéta à Allison qu'il plaignait fortement le docteur ou le médecin qui avait dû faire l'autopsie. Mélissa, elle, sur le côté, dans la cuisine, un couteau en main, alors qu'elle était occupée, était en train d'écouter Allison et Scott, son fils. Mélissa déposèrent alors le couteau sur le côté. Elle se mit alors sur le côté de la porte. Le dos contre le mur, elle écoutait Allison et Scott parler. Scott, son propre fils, n'arrêtait pas de répéter qu'il plaignait la personne qui avait dû autopsier ce corps. C'est alors que Mélissa, à minuit pile, sortit de la cuisine, arriva dans la chambre de Scott, et dit alors à Scott, en le regardant dans les yeux, « C'est moi qui l'ai autopsié. » Scott regarda sa mère. Allison était assis sur son lit. Et Scott vint alors à demander à sa mère si elle n'a pas trouvé des choses suspectes dans son corps. Ou si même l'odeur du sang ne lui paraissait pas bizarre. C'est alors que, en tant que docteur, en tant que médecin, elle lui a alors appliqué toutes les circonstances qu'il y avait. Elle a appliqué toutes les circonstances, tous les inconvénients, tout ce qu'il y avait à avoir autopsié ce corps. Elle lui a dit que l'odeur du corps était bizarre, spéciale, que l'odeur du sang et la couleur en étaient encore plus spéciales. Elle lui a dit peut-être qu'il s'agit d'une maladie liée au sang. Et elle lui a sorti tout le rapport qu'elle lui a ensuite donné. Elle lui a dit précisément qu'il s'agissait peut-être du sang, un sang spécial qui sortait de ses veines, mais qui n'était pas de la bonne couleur. Elle lui a dit précisément qu'il s'agissait d'un sang peut-être pas naturel, qu'il s'agissait d'un sang qui était en pleine putréfaction, mais qui était toujours en train de couler dans ses veines. C'est alors qu'elle lui montra, après l'avoir appelé au téléphone. Elle repartit à la maison et réarriva dans la chambre de son propre fils. Elle vit toujours Allison, assis sur le lit, dégainant son arc et regardant ses flèches. Elle dit alors à son fils, Scott, elle précisa
J'ai trouvé une canine blanche. J'ai trouvé une canine blanche dans son cou qui jonchait le haut de sa colonne vertébrale. C'était une dent blanche, acérée, sur laquelle il n'y avait aucune trace de sang, alors qu'elle était immergée dans son cou. Depuis tellement longtemps, aucune trace de sang. Elle l'avait retirée, elle l'avait mis sous scellé. Pendant un moment, la maison paraît ténébreuse et obscure. C'est alors que Mélissa donna ses dents à Scott, sous scellé, sur lequel il n'y avait aucune trace de sang. Ce sang qui paraissait pas humain, ce sang qui ne paraissait pas humain, coulait dans ses veines tout de même. Elle lui a alors donné dans un flacon un flacon qui contenait un capuchon rouge, pour bien savoir que c'était du sang. Elle lui a alors donné cet échantillon dans un flacon avec un capuchon rouge sur lequel il y avait un numéro d'immatriculation ainsi que la personne qui avait été autopsiée. Elle lui donna alors le flacon. Et par la suite, elle regarda Scott et elle lui dit « En aucun cas, tu ne dois appeler l'hôpital. En aucun cas, tu ne dois faire en sorte de partager ces infos avec quiconque. » C'est alors qu'en aucun cas Scott n'avait appelé l'hôpital, car plus tard, une fois, il savait que sa mère allait peut-être perdre son job s'il disait qu'il avait reçu des infos contradictoires. S'il disait qu'il avait reçu des infos contradictoires ou des infos qui pouvaient lui être utiles, eh bien, sa mère allait peut-être perdre son job. Et chez Scott, il y avait Allison qui attendait. Tout comme hier matin, à la fête chez Lydia. Hier matin, tout le monde est venu chez Scott, lui a demandé. Quand je parle de tout le monde, je parle évidemment de Malia. Je parle évidemment de Lydia elle-même et de Styles. Je parle évidemment de Styles, Malia et Lydia, qui sont à trois venus chez Scott. Il y avait Kira qui était déjà là, avec Allison. Scott avait ouvert la porte et ils avaient parlé à plusieurs dans la chambre. Dans sa chambre, ils avaient parlé à plusieurs. Certains étaient grimpés par les fenêtres, d'autres étaient passés par la porte tout simplement. C'est alors qu'ils lui montrèrent le numéro d'immatriculation qu'il y avait sur le capuchon. Ils ouvrirent le sang qu'ils versèrent dans une petite écuelle, et c'est ensuite que dans cette petite écuelle, cette petite assiette blanche, en métal, un métal blanc, eh bien cette petite assiette blanche en métal blanc qu'il y avait sur la table, ils posèrent le sang dedans, et Kira, avec la lumière qu'elle avait et qu'elle produisait grâce à son énergie, Kira, grâce à son énergie et grâce à la lumière qu'elle produisait entre ses mains, surgissaient des éclairs. Entre ses mains surgissaient des éclairs orange, blancs et lumineux, des éclairs de lueur, de l'électricité plus clairement. Le kitsune lui permettait de créer de la lumière, c'est alors qu'elle mit la lumière qu'elle créait. La lumière qu'elle créait grâce à ses mains, ces éclairs jaunes, orangeâtres et blancs qu'elle créait grâce à l'énergie du kitsune. Elle le mit alors par-dessus l'écuelle en fer blanc. Eh bien, elle regardait le sang, et le sang paraissait tout ce qu'il y a de plus pourri. Le sang paraissait tout ce qu'il y avait de plus pourri. Il n'était plus du sang humain. Il était pourri. Il sortait tout droit d'un corps. Il sortait tout droit d'un corps qui avait été cloué par terre au sol, qui avait été laissé là pendant tellement longtemps. Ce corps qui avait été cloué au sol, il émanait l'odeur du sang. Je ne sais pas qui était cette personne qui avait été clouée au sol, expliquait Scott, mais on lui doit quand même de le venger. On lui doit de le venger, car il n'a attendu que ça. Je ne sais pas qui est cette personne, répéta-t-il, et c'est alors que Kira dit fermement, avec la lumière qu'elle faisait au-dessus du sang. Elle lui dit que ce sang venait exactement d'un corps en putréfaction, que cela n'avait même plus l'odeur du sang. Scott répéta encore une fois pour que tout le monde entende bien, après avoir régénéré les forces de la meute, après s'être mis en groupe
après avoir parlé de ce qui s'est passé. Scott dit alors, je ne sais peut-être pas qui est cette personne, ou même encore moins qui il est, ou qui elle était, mais je sais une chose, c'est qu'on doit écouter ce qu'on a envie de faire, notre instinct, et que les secrets qui sont dissimulés dans la forêt. Il faut qu'on venge cette personne et que les soucis ou les problèmes dont nous avons abusé pour pouvoir... Les soucis, les secrets et les problèmes dont nous avons abusé pour pouvoir sauver des personnes. Aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que même si cette personne, nous ne la connaissons pas, nous devons la venger et essayer de gagner ce combat. Il était tard, encore très tard. Styles était le dernier à être resté. Chez Lydia, la fête battait son plein. Il y avait encore des gens, mais des gens que Styles ne connaissait pas. C'est alors qu'autour des tentes, qui étaient surélevées au bord de la piscine, des tentes blanches, qui s'illuminaient à travers la noirceur de la forêt. À travers la noirceur de la forêt qui entourait la demeure de Lydia, eh bien ces tentes blanches s'illuminaient, comme s'il faisait déjà jour. Eh bien dans l'obscurité de la nuit, autour de la piscine qui était elle-même éclairée, se reflétait l'obscurité du ciel, le reflet de la pleine lune. Et chez Lydia, autour d'elle, autour de la piscine, chez elle, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, tout le monde s'engagèrent à la fête. Tout le monde était en train de danser, en train de boire, en train d'abuser de l'alcool et d'essayer de se lâcher après une si longue journée. Après une si longue journée et une si longue année, un si long trimestre à être passé en cours, à avoir passé sa journée dans les couloirs du lycée. Ce soir-là, les soucis étaient partis, les secrets dissimulés avaient disparu. Tout le monde ne se souciait plus de rien, ils étaient confiants et ils s'amusaient. Ils criaient, ils dansaient. Ils dansaient, ils étaient seuls ou à plusieurs, ils étaient en groupe ou autour de la piscine, dissimulés à plusieurs ou tout seuls. Ils avaient tous un verre d'alcool en main, ils avaient été servis par Lydia, mais ils ne cessaient d'abuser, de danser, de chanter et de se laisser aller. Styles, lui, était en dessous d'une tente. Il attendait sagement Lydia qui était partie. Et puis la voilà qu'elle était revenue. Elle était revenue vers Styles. Et elle lui dit alors que c'était bien gentil d'être passé. C'est alors qu'elle lui dit que c'était bien gentil d'être passé, d'avoir invité Scott, d'avoir invité Lydia, d'avoir Lydia qui avait invité Scott, qui avait invité Kira, qui avait invité Malia et Allison. Elle disait à Styles, qui était en dessous, qui pour lui, cette soirée dans l'obscurité de la nuit, qui pour lui, autour de tout ça, autour de la cacophonie qu'il y avait autour de lui, le bruit de la musique, le son des cris, eh bien autour de tout ça, il expliquait à Lydia que pour lui, ça ne faisait rien d'avoir emmené Scott jusqu'à sa maison, que ça ne faisait rien d'avoir emmené Scott, d'avoir emmené Derek, d'avoir emmené Allison et d'avoir emmené Kira jusqu'à chez Lydia, jusqu'à chez elle. Il lui disait que pour elle, il ferait toujours le meilleur pour Lydia, car il l'aimait bien. Il l'aimait plus que ça, il l'aimait depuis la maternelle. C'est alors que il fera toujours tout et rien pour Lydia. Il fera toujours tout et rien pour Lydia. Beaucoup plus tard, il lui a parlé. Il lui a parlé et soudainement une coupure de courant, beaucoup plus tard, est arrivée dans la maison de Lydia. Styles a remarqué tout de suite, très loin, très très loin, qu'il y avait l'odeur du sang, le goût du sang, qui arrivait de plus en plus proche. Il sentait quelque chose, et soudainement, se battant et s'acharnant les uns contre les autres, une meute de l'autre côté de Ekenhouse, une meute qui appartenait de l'autre côté de la forêt, est arrivée. Cette meute de loups qui appartenait à l'autre côté de la forêt, qui était tout près d'Ekenhouse dans le fin fond de l'obscurité, était en train d'arriver en courant, en rage, des cris de rage, des yeux bleus qui étaient condamnés à rester illuminés dans l'obscurité,
avec la violence qu'il y avait autour d'eux, la violence conjugale du crime qui avait été commis juste devant le lycée. Cet homme qui avait été cloué par terre dans la forêt, qui avait été lacéré et qui avait été mis à sang et à feu. Cet homme qui avait été mis à sang et à feu par terre, par son propre tueur, ses lèvres gercées par terre, son regard qui regardait vers le haut, ses bras allongés par terre, son corps dissimulé, et le voile opaque qu'il y avait par-dessus ses iris et ses pupilles. La violence conjugale qu'il y avait envers ce meurtre était imprenable. C'est alors que plus tard Styles, grâce à l'odeur du sang qu'il sentait jusqu'ici, était condamné à apprendre qu'il y avait une meute qui approchait, une meute de loups qui était à l'opposé de là où ils étaient, à l'opposé de là où ils se trouvaient actuellement. Cette meute de loups qui était à l'opposé de là où ils se trouvaient actuellement arrivait de plein fouet, en courant de plein fouet, cette meute de loups arrivait. Il pouvait sentir jusqu'ici, en dessous de cette tente blanche illuminée par des ampoules elles-mêmes qui laissèrent des ampoules qui, autour de cette tente blanche au bord de la piscine de Lydia, qui elles-mêmes laissèrent un reflet illuminé et une étreinte de lumière qui ne cessèrent de s'augmenter et d'accroître tout autour de la maison de Lydia. Cette lumière qui était en train d'accroître, qui laissait une lumière imparable à celle de dehors. Eh bien, en dessous de cette tente, il y avait Styles, qui soudainement, lorsque la maison de Lydia fut ravagée par cette meute de loups qui rentrèrent à l'intérieur de la maison, qui se déchaînèrent contre les murs, qui se mit alors à laisser des traces de sang qu'ils avaient au bout de leurs pattes, leurs griffes qu'ils avaient sûrement traînées dans du gibier. Leurs griffes qu'ils avaient certainement traînées dans du gibier, recouvertes de boue et de sang, laissèrent des impacts et des traces sur les murs. Les murs étaient déchaînés, déchirés, ils n'étaient plus blancs et opaques comme ils l'étaient avant. Ils étaient déchaînés, déchirés, le papier peint était déchiré. Il y avait sur les murs blancs des traces de sang, il y avait sur le sol des traces de boue, il y avait des traces de pattes partout. À l'intérieur, cette meute de loups se déchaînèrent. Les traces de sang étaient appelées encore une fois sur les murs. La décoration de la chambre de Lydia était sans dessus-dessous. Il y avait donc sur les murs blancs, les murs roses et le papier peint qui avait été déchiré par les griffes, étaient alors rappelés à l'appel sur les murs blancs des traces de sang, des traces de boue et des traces de griffes. Leurs griffes avaient été traînées dans du gibier froid, sanglant, encore froid et sanglant, mort, ce gibier dans lequel avaient été traînées leurs pattes. Le sang était dissimulé partout sur les murs. La chambre de Lydia était renversée sans dessus-dessous. C'est alors que Styles s'accroupit en dessous du lit, tout en prenant Lydia par la main. Il se mit alors accroupi par terre. Il prit alors Lydia tout près d'elle, qui avait une forte respiration dans son cou. Styles se tourna vers Lydia et lui dit alors, en dessous du lit, en dessous d'un meuble, il lui dit alors « Reste là ». Il était alors parti voir la meute et la combattre. Derek était sorti de l'obscurité, Scott aussi, ainsi que Liam et Theo étaient tous sortis de l'obscurité. Dans la forêt, au plus profond de la forêt, ils combattaient. Scott, Liam, Derek et Styles, ainsi que même Theo, qui combattait pour rejoindre les forces et accroître et devenir plus puissant. Devenir plus puissant, accroître les forces de la meute, regagner leur confiance. Ils combattèrent à leur côté. Et c'est alors que Lydia, qui attendait sagement chez elle, la panique et la peur au ventre. Elle avait l'impression que son cœur se resserrait dans sa poitrine, que ses poumons étouffaient. La peur au ventre, elle attendait. Et Styles, lui, la panique et la peur au ventre, attendait le combat qui ne cessait d'arriver, de plus en plus. La fête avait été ravagée par les griffes, par les crocs acérés et par les rugissements. Le silence avait été laissé derrière. Lydia avait embrassé Styles, car il l'avait sauvé.